Mon nom, c'est Sédir Souris. Je suis associé senior et directeur général de ce boîte L'Œuf Architecte. À L'Œuf, nous, on travaille sur les maisons, les rénovations, multilogements, processus de conception intégrée, les enveloppes, les bâtiments publics, institutionnels, les plans directeurs et de plus en plus les villes entières. Et c'est fortement possible, parce qu'on fait ça souvent, que vous avez déjà vu quelques-unes de nos présentations. C'est des présentations, normalement, les présentations où on prend du temps pour discuter des éléments techniques et comment on réussit ou non de les intégrer dans les environnements de très bas, des coûts très faibles. Mais pas aujourd'hui. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vu que la maison du 21e siècle fête ses 30 ans, j'aimerais me placer dans une perspective un peu plus large. Et je vais vous parler de ce qui oriente notre travail à L'Œuf et ce qu'on voit comme le futur, surtout pour nous. La conception durable. J'aimerais parler de 3 contextes. OK? Contexte numéro 1, le passé. Et Trump vient de gagner la Maison-Blanche. Regarde. Évidemment, ça m'embête pour ceux qui sont très intéressés. Je suggère fortement cette opinion de David Brooks dans le New York Times. Ça m'a accroché. Et honnêtement, je préfère de ne pas penser qu'un fraudeur diffamatoire qui semble se spécialiser dans les agressions sexuelles, lorsqu'il ne fait pas obstruction à la justice, ne détourne pas les élections et ne fomente pas la révolution, vient de tromper 51% de nos voisins. Je préfère pas de penser ainsi. Je préfère de penser que 51% de nos voisins en ont assez de tout ce qui ressemble au statu quo et sont prêts à le briser plutôt que de continuer à vivre avec. Je préfère de penser qu'ils veulent une vie meilleure que celle qu'ils ont depuis des décennies. Et même avec tous leurs privilèges, et ils ont des privilèges, ils souffrent. OK. Le statu quo, le monde d'aujourd'hui, est en quelque sorte décevant. Pas aujourd'hui, c'est super. Mais tout le monde a des difficultés financières, les riches sont bien plus riches qu'avant, et les promesses de progrès ne sont pas tenues. Pas vraiment. Alors, les 50% des Américains se sentent seuls, délaissés. Alors, ils ont dit stop. Ouais. Ils ont dit peut-être nous avons un intérêt dans cette affaire, il faut que ce soit un bon pour nous aussi. Et ces gens du statu quo ne nous ont pas beaucoup aidés ces derniers temps. Alors, stop. Alors, je pense que peut-être les Américains se sont déclarés partie prenante de leur propre avenir, et ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Peut-être le fait que Trump était leur seule alternative est peut-être un autre sujet pour une autre discussion, là. Mais mettons qu'il y a une sorte de crise de confiance du peuple. Et c'est généralisé. Je pensais aussi au Canada. On le voit, on le sent, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais j'aimerais parler des parties prenantes. C'est très, très important dans le domaine du développement durable. Ça, c'est contexte numéro 1. Alors, contexte numéro 2. Et ici, vous connaissez tout ça un peu, je pense, mais je vais peut-être présenter d'une façon un peu différente. C'est le présent. Mais je veux vous montrer quelque chose d'intéressant sur les villes d'aujourd'hui. À ce moment, et je veux regarder très loin, okay, là-bas, loin d'ici, 20% de l'humanité vit dans les conditions que nous reconnaissons. C'est généralement la nourriture sur la table, une situation relativement stable. Mettons, ça, c'est le monde, Peter's projection. Ça, c'est la population totale dans ce monde-là. OK, c'est pas chez nous. Ça, c'est la population où la population se trouve avec des conditions dont je viens de décrire, que nous reconnaissons. Et ça, c'est les conditions comme les nôtres. C'est vraiment pas beaucoup du monde. OK, c'est en Europe, un tout petit peu en Amérique du Sud, en Japon et aux États-Unis. Et dans ces endroits-là, près de 90% de la population s'urbanise. C'est entre 80 et 90, mais pour donner l'ordre de grandeur. Les autres 80%
On a du mal à imaginer comment ils vivent. C'est les gens qui vivent ici et là, en Afrique. C'est près de Lagos. Mettons, reviens à notre population totale. Ça, c'est la population qui vit avec moins que 10 $ par jour. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Puis ils partent. Ils partent de leur maison, puis ils se rendent en ville. Ou, par exemple, en Chine. La Chine vient de construire l'équivalent de 400 nouvelles villes de 1 million d'habitants au rythme de 20 villes par an. C'est rapide. Ils ont l'air de ça, à peu près. Right? Non, mais c'est la réalité qui existe sur notre planète à ce moment. Juste pour donner l'échelle de cette construction-là, entre 2011 et 2013 seulement, la Chine a coulé plus de béton que les États-Unis au cours de tout le 20e siècle. 2 ans. Alors, ça, c'est pas plus rapide comme Noah Lyles est plus rapide que n'importe qui dans cette salle. Okay? Ça, c'est plus rapide comme un avion de chasse Blackbird est plus rapide que n'importe qui dans cette salle. C'est presque exact, j'ai fait le calcul. Cela donne une idée de la vitesse à laquelle les gens s'installent dans les villes du monde entier. Et il faut poser la question, comment nourrir ces villes? Et l'eau, l'énergie nécessaire, la mobilité, la verdure, les déchets, c'est incompréhensible. C'est littéralement incompréhensible. Nous ne savons pas comment traiter ce problème. Nous ne comprenons pas non plus les faits brutaux concernant notre rôle dans la résolution du problème. Donc, on connaît notre rôle dans la création du problème, right? Mais c'est quoi le rôle dans la résolution du problème? Et regardons un peu plus proche encore. Plus d'1 milliard de ces 80% de personnes vivent dans les conditions que nous ne pouvons probablement pas comprendre du tout. Juste du tout. Il ne faut pas toucher ça. Ça, c'est la population de moins que 10 $ par jour. Ça, c'est la population de moins que 2 $ par jour. Ça, c'est la pauvreté extrême. 1 milliard de personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, à peu près la même chose. Cependant, maintenant, en Inde, il y a une population rurale de 800 millions de personnes et 400 millions de ces personnes migreront dans les villes d'ici 2040. Ça, c'est 15 ans. C'est plus rapide que ce qu'ils viennent de faire en Chine. En Nigeria, 200 millions. Exactement la même chose. Ça, c'est juste 2 pays. Je ne parle même pas de l'Indonésie. Qu'est-ce qu'on a? Quand ça arrive comme ça, on a ce type de ville. Ça, c'est à Mumbai, Dharavi. Ça, c'est à Kibera, à Kenya. Ça, c'est à Makoko, à Nigeria. Ça, c'est Ciudad Neza, en Mexique. Au cours de ce siècle, le 21e siècle, l'urbanisation va tripler la quantité de déchets, par exemple, que le monde produit chaque année. L'échelle de la problème est gigantesque. Alors, c'est quoi ce fait brutal? Ben, la ligne de front est ailleurs maintenant. Right? La bataille est menée par d'autres. Et alors, ce qu'on pense à là, nous devons cesser de dire des choses telles que, ben, nous devons d'abord nettoyer notre propre jardin. Ben oui. Cependant, nous devons bien sûr nettoyer notre propre jardin, mais nous devons le faire de manière à ce qu'il fonctionne partout. Pas juste ici. Il faut contribuer quelque chose. Alors, notre rôle, selon nous, c'est de créer des modèles de développement qui répondent aux besoins et aux aspirations fondamentaux de l'être humain et qui peuvent être appliqués n'importe où dans le monde. Alors, aux villes en pleine expansion, c'est une très grande commande. Mais le grand problème du présent est dans les villes et la réponse est aussi dans les villes. Parce qu'il y a une population sans confiance qui habite les villes. Ça, c'est contexte numéro 2. Il y a un troisième contexte, 3. Et là, on le connaît tous, absolument, mais je vais le présenter peut-être d'une autre façon. C'est le futur. Dans 4 à 7 ans, nous aurons dépassé un réchauffement de 1,5 degré. Nous sommes déjà à 1,3, on le sait. OK? On utilise les ressources comme si on avait 4 planètes. On n'a pas 4 planètes. Right? Non seulement nous utilisons les ressources d'un rythme alarmant, mais en utilisant le modèle actuel de développement, le plus nous vivons dans nos villes, le plus nous utilisons les ressources. C'est-à-dire, on va vers ça.
On se souvient, il y a tellement de gens qui déménagent dans les villes, dans le tiers-monde, etc. Alors, ça menace notre santé, la sécurité alimentaire mondiale, l'approvisionnement en eau mondial. Ça menace la nature elle-même. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est déjà disponible, c'est peu coûteuse, l'énergie alternative, l'électrification, l'infrastructure verte, l'efficacité énergétique, on sait comment le faire, hein? La gestion de la demande, de l'offre, réduction des flux de déchets, c'est compris. On peut faire l'impact massif nécessaire. Cependant, l'adoption, c'est très lent. Ça, c'est contexte numéro 3. Une adoption très lente des choses qu'on sait déjà comment faire. Alors, les parties prenantes sont mécontentes, les villes créent des problèmes, nous avançons trop lentement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à l'œuvre? J'aimerais parler, je reviens aux parties prenantes. Je vais vous raconter une histoire de projet et de parties prenantes et ce qui s'est passé entre eux. Je vais commencer avec un projet qui s'appelle Benny Farm. Je ne vais pas rester très longtemps sur les projets, 2-3 minutes chaque projet, OK? Parce que je sors juste une information par projet, mettons, vis-à-vis les parties prenantes. En Benny Farm, probablement vous avez déjà entendu un peu, c'est un endroit à Notre-Dame-de-Grâce, très connu dans le domaine d'architecture puis autres, pour être très innovant côté économie circulaire, le modèle financier qui supportait tout cet effort-là pour énergie verte, Benny Farm, c'était très connu. Cependant, j'aimerais juste soulever un point, qui est le côté social qui se passait. Et c'est pas très important là, mais c'est une des premières fois que moi, personnellement, il y avait à peu près 25 ans maintenant, j'ai réalisé un important élément vis-à-vis les parties prenantes. Le projet, c'était chez soi. C'est le projet névralgique, un peu comme noyau de ce projet Énergie verte Benny Farm qui a gagné tellement de prix côté mondial. Mais je vais vous montrer juste le rez-de-chaussée de ce projet-là, qui est un projet pour les aînés. Le rez-de-chaussée était supposé d'être ouvert au public. Sur le site de Benny Farm, il y avait une sorte d'idée que dans les deux coins, les gens peuvent se réunir. Mais c'est une très bonne idée, mais ça ne fonctionnait pas. Nous avons pensé que ce serait très bon pour la communauté de faire ça ainsi. Ça restait sur nos planches pendant longtemps. Mais à Benny Farm, on a beaucoup travaillé avec les groupes communautaires. Et les deuxièmes parties prenantes sont les groupes communautaires, mais les premières parties prenantes sont dans le programme, c'est les usagers. Et alors, c'est simple, mais en fait, les usagers, on dit, ben non, ça ne fonctionne pas. Alors déjà, l'idée sociale a comme brisé un peu, right? Parce que les deux types de parties prenantes n'étaient pas alignés. Je dirais, ça c'est le grand problème en général. Je vais vous donner d'autres exemples de comment ça touche de façon même plus importante les projets. Il y a un troisième partie prenante dans ce projet-là, c'est tout ce qui était avec le traitement d'eau, tout qui était avec le développement de la biodiversité autour, en lien avec le traitement d'eau. On n'a pas pu le faire parce que la troisième partie prenante est constituée par les autorités compétentes. Les autorités compétentes, parfois, ils juste disent non. Même si c'est faisable, alors voilà les trois parties prenantes déjà. Et je veux juste dire que l'absence d'alignement entre les parties prenantes était le principal risque dans le projet. De plus, chaque groupe de parties prenantes possède une culture unique. Et dans la ville, chaque fois que vous construisez, vous perturbez les cultures locales avec des parties prenantes passionnées. On voit déjà la complexité de construire en ville, déjà la complexité de construire rapidement en ville, des choses différentes. Et donc, leçon apprise, si vous voulez faire des choses différemment, l'éducation et coopération du public est sur le chemin critique de l'amélioration de nos villes. Entre-temps, pendant qu'on apprenait ces leçons, nous avons continué à améliorer nos projets de logement. Je vais vous parler maintenant d'un projet, le Coteau Vert, un toit pour tous. C'est aussi un projet qui est beaucoup dans les médias, ça fait un peu plus que 10 ans dans les médias.
Vous connaissez peut-être ce diapo qui soulève toutes les stratégies écologiques. On a toujours des stratégies écologiques chez nous dans tous les projets, mais peut-être vous ne connaissez pas ce diapo qui mentionne quelque chose de très simple, très important. C'est le fait que la Ville de Montréal voulait 78 stationnements à l'intérieur de ce cours mais il a pris 1 an pour lutter pour avoir juste 12. Mais la différence que ça a fait pour cette communauté-là, c'était assez important. C'est devenu un cours où tout le monde avait l'opportunité de se rencontrer. Et ça a changé un peu la communauté autour de ce projet. Nous, en lien avec cette idée de continuellement faire l'éducation qu'on a appris avec le Benny Farm, nous, on faisait beaucoup d'efforts, mettons, côté éducation. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'effort de réunir les groupes de Côte au Vert, le Toit pour tous, les groupes communautaires autour, a créé un autre phénomène. Ils sont devenus le moteur de l'éducation eux-mêmes. Super intéressant. Right? Alors, les groupes communautaires mènent l'éducation générale publique pour ce projet sans que nous sommes même impliqués. Super. Puis après ça, nous avons sauté d'échelle. C'est un projet à Petite-Rivière. Alors, on avait l'opportunité de faire tout un quartier de logement très performant. C'était fantastique, en fait. C'était sur le golfe Meadowbrook. On essaie de choisir nos clients parce que ce n'est pas tous les développeurs qui sont alignés avec nos valeurs. Dans ce cas, oui. Et il faut comprendre que les parties prenantes vous aident à comprendre la culture locale. Quand on veut installer, quand on veut construire en ville, ça, c'est très important. Et à l'inverse, si vous communiquez bien avec les parties prenantes autour d'un projet, vous pouvez les aider à voir le potentiel d'un projet. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a invité tout le monde avec des grandes charrettes, toutes sortes de personnes parlant de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce projet. On a travaillé avec l'Agence d'écologie urbaine de Barcelone, BNIM, une grande firme d'architectes de Kansas City aux États-Unis. Puis on s'est dit que, en fait, les systèmes vivants, dynamiques, on savait que ça améliore la santé humaine, puis c'est pas ça qui existe sur les golfs. On s'entend. Oui, peut-être en périphérie, mais normalement, un golf, c'est assez monocultural, puis c'est pas très, très vivant. Alors, on s'est dit, OK, on va être à l'écoute de la Terre. On a planifié un échéancier très, très imbriqué avec les consultations, avec les publics et les parties prenantes. Beaucoup. On a travaillé aussi avec One Planet Communities. C'est une entreprise globale qui promouvoit des communautés durables. Puis on a commencé à faire notre design, puis on a travaillé le paysage, surtout le paysage. C'était un golf, right? Alors on a vraiment travaillé le côté naturel. Et on a travaillé avec des référencements régionaux des analogues écologiques, ce qui augmente la complexité de l'habitat et la biomasse quand on cible les bonnes. Alors on est allé chercher les écosystèmes principaux qu'on voulait reproduire sur le site. On a étudié les flyways pour les oiseaux, les chemins, les corridors que la faune prenait sur l'île de Montréal, aussi plus local. C'est très important parce qu'on voulait vraiment créer quelque chose vivant sur le site. Et même si c'est pas trop vivant, un golfe, on a trouvé même beaucoup d'espèces intéressantes, surtout celui en haut à droite, couleuvre brun. Ça, c'est très important, hein, parce qu'on a trouvé le couleuvre brun, puis tout d'un coup, les autorités ayant juridiction, une autre partie prenante, ils étaient très, très intéressés parce que notre stratégie, c'était de protéger un habitat pour ce petit animal qui est presque uniquement trouvé sur l'île de Montréal et aussi, c'est en danger. Alors, on a reçu le go de la ville de développer notre projet. On a travaillé avec nos architectes paysagistes pour trouver la façon de, lentement, pas vite, pousser un vrai écosystème autour des chemins de golf. Et on a réalisé que les plantes et les animaux, ils avaient besoin des communautés d'autres, les écosystèmes, et que nous ne sommes pas aussi différents qu'eux.
Et on a mis en place même une sorte de projet de recherche avec l'Université de Montréal où on aurait à avoir des thèmes, puis des indicateurs, puis des fonctions qui réunissaient les neuf thèmes, puis on a travaillé des services écosystémiques et l'impact sur la santé humaine, puis à l'inverse aussi. C'était très, très intéressant. On a commencé à mettre en place, et c'était un projet de à peu près 1 milliard de dollars, plus que 2000 personnes. Beaucoup de typologies différentes. Je flash les images parce que les images ne sont pas trop importantes. Ce qui est important, c'est ce qui est arrivé après. Alors, même avec un projet où on allait doubler, selon moi tripler, mais les data étaient conservateurs, puis on s'est dit, OK, doubler le biomasse avec plus de 50% du site à l'état sauvage, public et accessible à perpétuité. Le projet a arrêté. Est-ce que vous savez pourquoi? Nous avons manqué un groupe communautaire dans notre outreach. Partie prenante encore. Projet de 1 milliard de dollars. Ce groupe communautaire voulait que tout soit un parc. Et quand on a fait nos invitations, on n'a pas vu qu'il y avait des gens qui n'ont pas répondu. Ils ont juste refusé parce qu'ils avaient un autre projet en tête. Ce qui est, selon nous, triste parce que maintenant, c'est 10 ans plus tard, plus, c'est 14 ans plus tard, puis c'est toujours un golf. C'est aucunement public. Il y a 0 parc. Ça reste privé. Mais c'est les parties prenantes qui ont arrêté le projet. Alors, c'est un projet de développement, de transformation de la ville de façon, selon nous, assez intéressante, arrêté par des parties prenantes. Alors, nous avons commencé à examiner ces échecs de manière assez systématique. Il existe déjà un langage naturel pour un ensemble mutuellement bénéfique. C'est en fait les écosystèmes. OK, good. Notre ambition d'évaluer notre travail, notre propre travail, est devenu alors un outil d'analyse. Et tous nos projets, à ce moment-là, sont devenus des travaux, des projets sur les villes. Une sorte d'architecture en tant qu'urbanisme écosystémique. Je vais vous décrire pourquoi. Et on a réalisé qu'un travail approfondi avec les parties prenantes était nécessaire pour l'amélioration rapide de la ville. Parce que sinon, les choses bloquaient à gauche et à droite partout. Il n'y avait pas de réussite, pas autant qu'on voulait, pas autant qui était nécessaire. Alors, je vais vous montrer maintenant un autre projet, Bâtiment 7. C'est possible que vous connaissez ce projet aussi, parce que ça, c'était beaucoup dans les médias, mais surtout à cause d'un groupe communautaire qui a commencé le projet. Le Bâtiment 7, c'est à Pointe-Saint-Charles, c'est dans un désert alimentaire. Bien, dans le temps, c'était un désert alimentaire. Mais c'est une population autour de cet endroit-là qui sont très activistes. Très intéressant. En 2009, ils sont venus nous voir. On les a aidés pendant plusieurs années. Mon ancien associé Marc, il a continué de les aider après. Puis en 2016, ils sont revenus avec un projet en disant hey, « Est-ce que vous pouvez nous aider à installer notre petite ville? » Ah oui, finalement oui. Il faut savoir quand il faut juste sortir de la salle avec certains groupes parce qu'ils étaient très, très bien organisés et il faut les laisser faire ce qu'ils ont besoin de faire. Puis nous, on a juste appuyé côté technique leurs besoins. Mais c'est assez intéressant comme projet. Ils ont très bien ciblé une sorte de remplacement de services qui n'existaient pas. Ils avaient un pôle alimentaire, le CPE, quartier éphémère même était impliqué, maison de naissance, bureau, coworking, salle de conférence, des ateliers, même des ateliers d'auto, de bicyclette, un bar, un café, une petite épicerie. Ils avaient besoin de tout ça. Il manquait dans leur communauté tout ça. Alors, ils ont dit, regarde, on va l'installer ici. Et ils avaient très bien ciblé les endroits pour se réunir, de manger, travailler ensemble, magasiner ensemble. Vous imaginez une cuisine collective, l'agriculture extérieure et intérieure, comment socialiser, où socialiser et comment accueillir des événements. Alors, c'est comme ils ont vraiment créé une petite ville autour de ce projet. Super le fun. Ils étaient très dédiés. Ça, c'est la communauté locale qui nettoie les briques pour faire la réparation du projet. C'est eux qui sont allés chercher des portes chez les moines.
Aussi, beaucoup de bois pour réutilisation à l'intérieur. Alors, nous, quand on a travaillé avec eux, nous avons aidé à récupérer les anciennes fenêtres, réutiliser à l'intérieur. Et on a essayé de garder le vibe de ce groupe-là dans le projet. Alors, c'était juste on a nettoyé assez simplement le bâtiment, un peu de design où on avait besoin. Il y avait des grands endroits où il n'y avait pas besoin non plus. Et ils ont maintenant leur épicerie, ils ont leur petit bar, ils ont l'endroit où réparer leurs autos puis leurs vélos, où ils peuvent travailler. C'est une incroyable réussite, en fait. Leur devise était, ils ont dit que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Ça, c'était une communauté. Je trouve ça fantastique. Il n'y avait aucune expertise là-dedans. Bien, on a appris que lorsqu'une communauté entière souhaite que quelque chose se fait en ville, même si c'est difficile, cela se fait. Et comment? Ben, dans leur cas, c'est parce que la cohésion sociale n'était pas seulement la méthode pour leur projet, c'était l'objectif pour leur projet. Selon nous. Alors, les parties prenantes, si on les laisse de côté, on peut tuer un projet, même un projet de 1 milliard, et s'ils sont bien réunis, on peut presque tout réaliser. On réalise. Je parle de notre projet pour donner un exemple. Comment transformer la ville, même à l'extérieur d'un bâtiment. Sur le plateau, il y a un petit projet qui s'appelle, un petit organisme qui s'appelle Centropole roulant. On a fait ce projet avec Chevalier Morales, les architectes. Centropole roulant, c'est essentiellement les jeunes qui apportent de la nourriture aux personnes âgées à vélo. C'est plus évolué que ça, mais dans le temps, c'était à peu près ça. C'est un cool petit projet, mais je flippe à travers les images du projet parce que c'est pas trop important. Oui, c'était le fun de rénover ce petit bâtiment. Ça a beaucoup transformé, en fait. Mais je ne veux pas parler du bâtiment du tout. Je veux parler de ce qui s'est passé devant le bâtiment, dans le domaine public. En fait, le pouvoir énorme des parties prenantes est vu là. Parce qu'ils ont commencé à faire les petits essais, les petits marchés à l'extérieur, les petits festivals à l'extérieur. Après un bout, parce que c'est très bien marché, ils ont proposé de peut-être transformer la rue de façon temporaire pour installer des tables de pique-nique, etc. C'était très bien accueilli par tout le monde dans la communauté, la ville, c'était bien géré, etc. Puis c'était un petit woonerf là, c'était possible toujours de passer à travers ça, mais c'était très populaire, très utilisé. Et alors maintenant, ça a l'air de ça. Bien, imagine ce qui vient de se passer. Un groupe de jeunes ont rénové un ancien bâtiment, puis maintenant, la rue est bloquée, puis c'est une petite oasis dans la ville. Ça, c'est les parties prenantes, by the way. Ça, c'est une transformation très positive. Et encore une fois, la cohésion sociale n'était pas seulement la méthode pour eux, c'était l'objectif, un endroit pour la cohésion sociale. Alors, les parties prenantes peuvent même modifier l'espace public. Entre-temps, nous avons continué à améliorer nos projets de logement avec le projet Bois-Laine. Alors, on était dans les grands logements maintenant. Comme Stéphane a mentionné, c'est le futur. Beaucoup de logements en ville. Alors, nous, on travaillait avec Giasson Fargut Ménard, les architectes. Et c'est un projet qui est essentiellement très standard dans un sens, mais très novateur dans un autre. On est allé vers Passive House. Pour ce projet-là, on a étudié beaucoup comment gérer le surchauffage et le confort thermique. Puis on a beaucoup de testing pour le projet, etc. Vous savez probablement qu'est-ce qui se passe dans ce type de test. Mais ce que je vous soulignais, c'est pas du tout ça. Ça, on sait comment faire. Ce qui était novateur pour nous, c'est l'éducation d'eux et l'appropriation par les parties prenantes de leur système mécanique. Alors, ça, c'est une vieille madame qui habitait, puis toutes les personnes, on a fait une longue effort d'éducation, puis maintenant, tout le monde dans le bâtiment peut changer leur propre filtre. C'est exactement comment travailler à l'intérieur avec leur propre système mécanique très simple. Mais ça, c'est rare, mais ça soulève l'implication des parties prenantes dans leur propre projet. Un autre projet, CCNDG, c'est le Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce. C'est sur le Benny Farm encore. On a fait ce projet avec Atelier Big City. C'est l'autre bout, l'autre coin du site.
c'était une bibliothèque, essentiellement, centre communautaire. Puis, comme vous savez, maintenant, c'est les parties prenantes très engagées sur le Benny Farm et les alentours. Ils adorent leur bibliothèque. Cependant, oh oui, c'était un first pour nous et dans plusieurs sens parce qu'on a travaillé avec du gros bois d'œuvre. Puis, c'était un bâtiment incombustible. Alors, on a fait beaucoup de recherches et beaucoup d'applications RBQ pour les mesures équivalentes, etc. On a réussi. C'est construit, c'est en bois, mais ce que je veux soulever, ce n'est pas nécessairement tout ça. C'est que nous avons, parce que c'est le Benny Farm, toujours dessiné nos mêmes niveaux conceptuels, même dans le dossier définitif, nous avons dessiné le bâtiment avec les arbres fruitiers. Il y avait toujours une sorte d'interaction avec le bâtiment. L'idée, c'était l'agriculture urbaine autour de le centre culturel. Tu sais, les kiwis, des nectarines, des poires, c'est possible. Cependant, c'est ça qui a été construit. Bien, au milieu du dossier définitif, le personnel des opérations de la ville s'est réveillé et a dit « Ah, ben oui, ben des guêpes, ben alors non. » C'était déjà dessiné. Et ce que je veux soulever, c'est ça, c'est une partie prenante à l'intérieur d'une partie prenante. Alors, c'est quelqu'un à l'intérieur de la ville étant une partie prenante. C'est fractal, les parties prenantes. Alors, même lorsque la méthode utilisée est la collaboration avec les parties prenantes, il y aura toujours des parties prenantes surprises. Il y avait une grande idée, un big idea, comme on dit à l'œuf, qui venait tout de suite après, c'était de mesurer l'impact des parties prenantes. Alors, il y avait un projet, je vais parler très rapidement de ce projet, un peu plus longtemps, quelques minutes. C40, c'est le projet Réinventer la ville, le projet ALECO. C'est fait avec ACDF, Architecture, et je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi l'organisme C40, c'est un groupe de villes. À peu près 100 maintenant, c'était C40 parce qu'avant c'était 40 villes, mais maintenant c'est 95 ou quelque chose. Mais ce qui est très intéressant avec ce groupe de villes, c'est que ça représente à peu près un quart, oui, 25% de l'économie mondiale. C'est grand. Et ils ont décidé de lancer un concours qui était intéressant, mais le concours, c'était de réinventer la ville. OK, puis ils nous ont donné comme 10 thèmes, il faut traiter plusieurs de ces thèmes. L'emphase, c'était sur la carbone. On dit, OK, ben c'est cool, mais c'est un peu ennuyeux, c'est un peu boring. On a décidé de passer autrement à travers on a dit, oui, OK, on va faire le concours. Mais selon le GEEC, ça c'était en 2018, nous avions 12 ans, OK, avant l'objectif de 2030, dont j'ai déjà mentionné, 1,5 degré. Et dans 12 ans, de changer la donne, on s'est dit, ça va prendre beaucoup, un grand effort. Alors, nous sommes donc demandé comment faire un impact massif avec une stratégie transférable partout, avec un projet. OK. Ils ont demandé de mettre en phase sur la carbone. Fine, on s'est dit. Alors, on a commencé à faire nos recherches sur la carbone. Ça, c'est un Sankey diagram. Vous connaissez probablement c'est quoi, ça montre la distribution des flux d'un élément. Dans ce cas-là, c'est les GES. Mais faites attention, ça c'est mondial. Et chaque ville et chaque région est très différente dans le flux de GES. Et, par exemple, nous avons exactement cette différence ici, au Québec. Et alors, quand on regarde le Sankey de ce qui se passe au Québec, on réalise que dès qu'on switch vers l'électricité, la carbone, on le touche presque pas dans l'opérationnel, right? La génération d'électricité, ça apparaît même pas dans la totale des émissions de GES au Québec. Alors, on s'est dit, OK, ben qu'est-ce qui se passe ici alors? On a trouvé qu'il faut mettre en phase sur la biodiversité, une nourriture, les chaînes d'approvisionnement, le transport en général, puis l'économie circulaire dans notre province. Et en fait, ça touche beaucoup notre style de vie. Et on s'est dit, regarde, si on fait ce qu'ils demandent, d'amener un projet zéro carbone, bien là, on va faire un petit impact, mais ça va être très difficile de reproduire. Alors, on s'est dit, comment faire un projet avec un impact régénérateur plus grand?
Parce que vraiment, on s'est dit, on n'a pas besoin d'une poignée de gens qui font quelque chose parfaitement. On a besoin des millions de gens qui font des choses imparfaitement. Right? Alors, on s'est dit, OK, allons-y avec cette idée de co-apprentissage, avec toutes les leçons qu'on a apprises avec les autres projets. Puis, c'est pas trop important les lettres, les chiffres ici, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Le projet au centre donne les services à une communauté. OK, la communauté, hello, la communauté. Et la communauté, ces services sont augmentés, améliorés par une stratégie de villes intelligentes, puis aussi un volet éducatif. La communauté, les communautés, ramènent une sorte de, à travers la gouvernance, une sorte de résilience au projet. Et ça, ils font dans chaque domaine de ces 10 domaines, etc. Notre but, c'était de créer un environnement où nous pouvons apprendre à mieux vivre ensemble avec le projet. On est allé chercher des partenariats. Tout le monde pensait, ouais, c'est une très bonne idée. On avait une charte. Tout le monde qui participait dans le projet a dû signer la charte pour alignement. Et l'idée, c'était généralement des partenariats permanents avec des communautés locales, régionales et internationales pour cibler quoi faire. Ça, on pensait, c'était transférable. Dans notre cas, on a créé une sorte de rez-de-chaussée pour le projet qui était un marché d'idées, un marché d'économie circulaire. Vraiment le fun. Le projet existe maintenant, on passe à côté. C'est ce drôle de projet avec le grand cercle des deux côtés. En bas de Peel, puis de la commune. Puis c'est un projet qui était très bien intégré au niveau mécanique électrique. On a fait, tous les bells and whistles étaient là, mais l'élément le plus important, c'est ce souk. Parce qu'on a reconnecté une sorte de cour arrière et la rue à travers un espace qui était un marché d'idées où les gens avaient accès. Nous, on voulait 24/7, mais peut-être ça ne va pas être là, mais on a mesuré. Et voilà, ici, c'est le calcul avec ces règles, l'impact de ce type de stratégie. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez choquant. Imagine que ça, c'est l'impact sur le carbone, sur les GES, dans le temps, 60 ans, d'un bâtiment business as usual, normal, oui. Si on commence à mettre par-dessus des meilleures stratégies en énergie, en matériaux, en eau, en économie circulaire, en mobilité, grand, dans les villes intelligentes, biodiversité et alimentation, on avait une ferme dans le sous-sol puis ailleurs dans le bâtiment. On était capable, on pensait d'aller bien en dessous de net zéro. Cependant, c'était cher. Mais on a réalisé que de faire de notre souk une destination où les gens pouvaient travailler le co-apprentissage ensemble, il y avait cet impact-là. Ça, c'était le calcul de carbone fait avec ces règles. OK? C'est non seulement quelque chose qui pourrait être appliqué partout dans le monde. Dans notre cas, ça compense 35 bâtiments. Pas juste net 0, 1, c'est moins 35. Et ça, c'est calculé. Ça, c'est le projet, on vient c'est arrivé à son achèvement substantiel. Ça, c'est la zone en bas. By the way, s'il y a quelqu'un qui veut devenir, puis louer un espace ici, puis devenir faire partie de notre petit hub d'économie circulaire, il faut parler avec Cogir. C'est Cogir qui gère tout ce côté-là. La prochaine chose qu'on va faire, c'est en fait mesurer si on achève ce 35 ou non. Puis il faut dire une chose, c'est un très long processus. Le secteur du développement a peur des parties prenantes parce que, selon eux, ils ajoutent des inconnus dans les projets. Mais alors, on s'est dit, OK, alors l'éducation du secteur du développement se trouve aussi sur le chemin critique de l'amélioration des villes. Et le secteur du développement est très éloigné, by the way, des désirs et besoins réels des citoyens de la ville. Et vice-versa. Ils ont leur propre modèle, ils installent leur modèle, ils ne savent pas exactement ce qui se passe autour. Mais selon notre expérience, c'est une longue expérience maintenant,
plus ces parties prenantes sont impliquées ensemble, le plus l'investissement est fructueux et stable. Maintenant, dans certains projets, il peut être très difficile de déterminer les parties prenantes. Mettons dans les concours architecturaux. Et ça parce que, en fait, aucune interaction avec les parties prenantes n'est permise dans un concours architectural. On peut être éliminé d'un concours architectural si on essaye de... Alors, nous avons bien internalisé nos leçons et on travaille avec ce qu'on trouve. Parfois, la culture des parties prenantes locaux est déjà bien étudiée et consultée. C'était le cas dans tous ces projets Lab École. L'organisme Lab École, on fait un très, très bon job de récolter l'information locale. Et on a fait ce projet avec la Pointe-Magne et Associés architectes. Les parties prenantes principaux, c'était des enfants. Oui. Alors, on a décidé, juste pour le fun, de dessiner comme les enfants. C'était vraiment, vraiment le fun, ce projet. Mais on a mis en phase aussi sur le besoin des parents locaux d'avoir un lieu où ils peuvent jouer à n'importe quel moment durant la fin de semaine, etc. Alors, on a mis beaucoup d'emphase sur le cours d'école, la grande transparence entre l'intérieur et l'extérieur de cette école. Je vous montre quelques photos juste parce que ça vient d'être fini. Les enfants sont maintenant là-dedans. Un modèle super ludique qu'on a travaillé. Mais ce n'est pas nécessairement pour vous montrer toutes ces images, c'est pour vous montrer ce diapo ici. C'est la connaissance de la culture locale, leurs besoins, a permis à cette école d'être une sorte de réacteur social pour cette communauté particulière. On était capable de cibler vraiment ce que cette communauté avait besoin. Pas juste les usagers, la communauté autour. D'autres fois, dans les concours, la culture des parties prenantes n'est pas annoncée, n'est pas recherchée, mais c'est très visible. C'est nous, on cherche nous-mêmes. Alors, ça, c'était le cas pour le projet pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Il n'y avait pas d'informations dans le concours, mais on s'est dit, OK, on est allé sur le web, puis on a regardé qu'est-ce qu'ils font à Vaudreuil-Dorion. Ça aussi, on a fait avec la Pointe-Magne et Associés. Puis, on voit tout de suite ce qu'ils font à Vaudreuil-Dorion, si on cherche. Right? Ils ont un projet très intéressant de médiation culturelle qui s'appelle le Je suis. Et c'est une communauté super engagée. Alors, on s'est dit, regarde, avec le projet, il faut déterminer, il faut trouver des façons qu'on peut intégrer tous ces organismes communautaires dans le projet, de leur donner les opportunités de se réunir, de contribuer, de faire du networking, de contribuer au projet en général. On a créé des endroits où ils peuvent travailler, tu sais, le Fab Lab, un workshop, pour que le grand espace public extérieur soit intimement lié avec ces espaces intérieurs, etc., etc. Et on a commencé après cette recherche, on a nommé le projet Nous sommes, mais on a commencé à créer des scénarios avec les parties prenantes inventées. C'est comme, OK, il y a ce groupe-là, on a donné une face à ce groupe-là. Les jeunes, qui avaient une sorte d'organisation de jeunes, on a vraiment essayé d'inventer comment ces personnes, ces groupes en particulier, vont utiliser le bâtiment. C'est presque fini. En fait, non, c'est fini. L'achèvement substantiel, c'était la semaine passée. Mais tout ça, juste pour vous dire que la connaissance d'une communauté, des usagers, ça, même dans un concours architectural où on n'a pas l'opportunité de travailler directement avec ces groupes, ça permet de, en fait, réinventer un peu des projets. Dans notre cas, et la raison pour laquelle on a gagné, on a réinventé les interactions quotidiennes autour de la gouvernance. On a vraiment bien imbriqué le nouvel hôtel de ville avec la bibliothèque pour que les gens se croisent tout le temps, tout le long. Ça, ce n'était pas demandé dans le programme, by the way. Alors, je finis par un projet sur les planches et une sorte de teaser d'une autre présentation que je vais donner bientôt. Mais je pense que le sujet, les villes, ça ferme bien notre conférence d'aujourd'hui. Sur les planches, c'est un exemple d'un projet où les parties prenantes sont non seulement visibles, mais ils sont légendaires un peu.
Mettons la bibliothèque de Pointe-Saint-Charles. Nous allons retourner à Pointe-Saint-Charles. Aussi avec la Pointe-Magne associée. Quand on a des parties prenantes et une sorte d'historique légendaire d'un secteur, il faut faire beaucoup de recherches historiques, en fait, afin de comprendre les véritables événements qui ont créé l'importance pour la communauté locale. C'est une communauté très fière, très activiste. Et oui, une compréhension de l'histoire fait partie de la développement durable, selon nous, en raison de son influence sur les parties prenantes. Alors, en faisant cette recherche-là, on a créé vraiment des caractères qui existaient dans le passé, puis on les a importés aujourd'hui. Puis on a fait notre effort de représentation, on a passé à travers le projet, on les a demandés, même plus, on a fait beaucoup de charrettes avec des ingénieurs, puis des ergonomes, puis etc. Puis on a donné tout le monde le nom d'un de ces caractères-là. Ils avaient l'obligation de parler avec deux têtes, leur propre expertise, puis la tête de l'autre, du partie prenante, dont ils représentaient. Ça a sorti un projet vraiment intéressant selon nous. Je ne vais pas rester très longtemps sur les images, parce que selon moi, ce n'est pas les images qui comptent, en fait. Même si on adore ce projet, je pense que ça va être vraiment cool quand c'est construit. Selon nous, c'est un projet qui répond intimement à la communauté. Et c'était la raison pour laquelle on a été choisis, en fait. Ils ont dit, non, vous avez vraiment trouvé la raison d'être de ce lieu-là, ça va être un succès. Et le grand geste qu'on a fait, c'est en fait, on a levé le bâtiment dans l'air, puis on a redonné le parc aux citoyens, parce que c'était le parc le plus important pour eux. Ils sont des gestes simples dans un sens, mais pour nous, l'objectif était de répondre à la culture bien enracinée d'une communauté et toutes leurs parties prenantes, parce qu'on voulait on voulait un succès. On a vu trop de fois que si on ne répondait pas, on n'a pas les succès. Des projets arrêtés. Maintenant, je viens de parler pendant 50 minutes presque sur l'importance mondiale actuelle des parties prenantes. J'ai décrit le paysage urbain mondial en pleine expansion et j'ai souligné l'urgence d'accélérer notre impact. J'ai également, je l'espère, démontré que pour la plupart des projets, les parties prenantes influencent considérablement les résultats, tant positivement que négativement. Et j'ai donné des exemples de manière dont elles ont modifié nos projets à l'œuf et j'ai partagé quelques leçons sur la manière de les inclure dans peut-être votre travail. Mais si tout ce discours sur l'importance de créer des villes meilleures plus rapidement et de manière totalement transférable nous a laissé qu'une seule leçon, j'espère que c'est celle-ci. Les gens comptent plus que tout. C'est dans cet esprit que nous nous sommes rendus à la Biennale de Venise l'année dernière. Ça, c'est le teaser, le sujet de notre prochaine conférence, j'imagine. Nous avons eu l'immense chance de représenter le Canada à la Biennale mondiale d'architecture de Venise avec le projet collaboratif AHA, Architects Against Housing Alienation. Et nous étions censés de présenter du logement. Et notre argument était, ben non, l'avenir du logement est dans la ville et il faut que quelqu'un en parle maintenant à ce biennale. Et c'est ce que nous avons fait avec un projet intitulé « Les écosystèmes ambiants de la ville ». Ce qu'il faut pour améliorer nos villes, ce qu'il faut pour vraiment avoir un « nous ». Je n'ai pas traduit tout ça parce que je ne suis pas rendu là, mais il y avait des demandes autour de la gouvernance, l'abordabilité, la densité de population, accessibilité et habitabilité, ça c'est drôle le mot en français, la mobilité, la complexité de services commerciaux, la biodiversité, les flux métaboliques dans une ville et la cohésion sociale, puis la santé. Surtout la gouvernance, très, très important. Dans ce projet, il y avait une stratégie de campagne, comment aller prendre charge de la ville, et il y avait une stratégie de design aussi. Il y a beaucoup d'efforts avec le GIS, de comment sortir de l'information de la ville. Puis ça, c'était notre installation dans le pavillon canadien à Venise.
Alors, je vais finir par dire que si toutes les parties prenantes ne sont pas à la table, alors nous sommes freinés. Et peu importe la solution ou l'idée en question, et selon nous, à l'œuvre, nous avons une chance, c'est que toutes les parties prenantes s'unissent. Et comment? Et pour nous, en fait, c'est par la gouvernance. Mais ça, c'est un sujet pour une autre conférence. Mais selon nous, c'est ce qui est requis par la ville du 21e siècle. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment pour ce panorama planétaire qui était absolument spectaculaire, décourageant en même temps, mais bon, vous nous invitez à plus. Est-ce qu'il y aurait des questions? C'est assez difficile de rester indifférent, n'est-ce pas? Encore merci pour la présentation. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait. C'est positif, puis en même temps, c'est innovateur. Moi, l'idée que j'avais quand je vous ai écouté, je me dis, si vous faites de l'architecture relationnelle, en fait, c'est de l'architecture qui met en relation les gens, mais qui met en relation l'espace, l'environnement, puis potentiellement, bon, met en relation même des pensées politiques, parce que ça devient politique, quelque part. Je me demandais si vous avez peut-être pensé, parce qu'il y a des problèmes de logement, mais il y a des problèmes d'itinérance dans nos villes aussi. Je ne sais pas si ça peut être une partie prenante qui pourrait participer à la résolution de leurs problèmes, des itinérants, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis, bon, on les voit dans toutes sortes de contextes qui sont pas nécessairement juste invisibles. Là, Oui. C'est un très bon, c'est un beau sujet, en fait, triste. Nous travaillons dans le logement social, souvent. C'est un peu notre bread and butter, là. C'est la base de notre travail. Cependant, et drôlement, on n'a pas travaillé dans les logements, même pas les logements temporaires pour les itinérants, pour les gens sans... Et c'est pas parce qu'on voulait pas. C'est juste, c'est très difficile de le faire. Quand j'étais en université, ça fait un bon bout maintenant, à peu près 30 ans, il y avait un projet très important à Toronto qui s'appelait Street City. Et c'était un des premiers projets, je pense, au Canada, peut-être même en Amérique du Nord, qui essayait de donner un lieu pour ces gens. Il y avait 2 Street City. Il y avait le premier qui était une sorte de test. Il y avait 2 aussi. Entre le 1 et le 2, il y avait beaucoup d'apprentissage. Je pense que c'était Levitt Goodman, architecte à Toronto, qui ont fait ce projet. Et ils réalisaient en fait que le fait d'être dans la rue, le fait d'être dans la rue pendant longtemps, transforme vraiment les besoins des gens. Et pour du bien, mais aussi pour du mal. Et aussi, c'est une population assez diverse. Alors, comment on peut les inviter à table? C'est presque toujours un de ces parties prenantes qui sont absents. Comment donner voix à ce groupe-là? C'est pas de notre expérience, mais c'est nécessaire. Je ne sais pas comment. Merci beaucoup, beaucoup.